Ok, donc on va peut-être passer à la dernière partie de notre programme maintenant avec notre grand analyste londonien, Pierre. Au niveau marché, ça dit quoi tout ça alors Bah écoute, niveau marché, comme je le disais, hein, on a parlé de pas mal de moteurs de marché justement dans cette Mhm. émission, on a évoqué pas mal de choses. Force est de constater quand même que la tendance qui a démarré de manière assez nette depuis le début de l'année perdure. On est à la hausse, on battait encore des plus hauts historiques juste avant l'émission, les quelques minutes, t'en parlais Denis. Maintenant, voilà, on va essayer de faire un petit peu le point, un espèce d'état des lieux Mhm. en termes de macro-éco, savoir un petit peu ce qui se passe, ce qui drive un petit peu l'appétit des investisseurs à la hausse sur les marchés à risque, et essayer de voir jusqu'à quand la musique peut continuer comme ça. Donc, alors déjà, premièrement, on a évoqué pas mal comment dirais-je, de statistiques économiques dans cette émission. On va faire le point, messieurs, Mhm. tous ensemble, si vous le voulez bien. Oui, Donc, oui. je vais reprendre, voilà, je vais vous partager mon écran. Vous me dites quand vous le voyez. C'est tout bon. Tu peux y aller. Super, impeccable. Donc là, on va commencer avec les États-Unis. On va faire les États-Unis et puis après, on va partir sur l'Europe. Vous verrez il y a des petites différences. Les situations, même si les deux évoluent souvent de concert, on a quand même des corrélations assez importantes dans certains domaines. Et je suis un petit peu moins pessimiste, enfin pessimiste, je suis pas pessimiste sur les marchés, je viens de dire que ça montait, mais on va dire que la situation est un petit peu meilleure en Europe qu'aux États-Unis. On va commencer ici avec ce premier graphique qui est le graphique du taux de croissance du PIB américain. Comme vous pouvez le voir, on est à 1%. Voilà, il y a pas, on est loin des craintes de récession qu'on évoquait il y a encore quelques semaines, quelques mois. Mais on n'est pas non plus on n'est pas dans les trompes glorieuses. Voilà, on est vraiment face à une croissance qui devient de plus en plus atone, mais rien encore pour l'instant de très inquiétant à ce niveau-là en termes de récession. Ensuite, on va faire un tour sur le taux de chômage qui continue de baisser, hein. On a 3,4% sur le dernier relevé. Mhm. On pourrait se poser la question, évidemment, de d'où viennent ces emplois. Est-ce qu'il s'agit d'emplois du tertiaire? Est-ce qu'il s'agit d'emplois gouvernementaux? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Quand on regarde les derniers rapports NFP qu'il y a eu, qui démontrent une création d'emplois. Euh, Est-ce que tu as les salaires avec ça? Parce que j'ai l'impression que les salaires ne bougent pas, eux, par Non, contre. non, mais ça, alors effectivement, là, parce que j'aurais pu prendre au moins 25 stats pour les deux Ouais. zones économiques. J'ai limité à des stats un peu clés, mais tu l'as dit déjà un peu plus tôt dans la vidéo, Denis, les salaires ne montent pas. Mhm. Ça, c'est un premier fait. Alors Parce pourquoi ça veut dire que bah, attends, attends, calme-toi. Je suis en train de te présenter mon PowerPoint, là, tu vois bien? Attends, laisse-moi aller au bout, tu vas voir. Laisse-toi porter, on va quelque part. Donc là, c'est des bonnes nouvelles, hein. Je veux dire, bon, le PIB est à 1%, croissance, pas de récession. Le taux de chômage baisse, très bien. Au niveau des normes farm payroll, voilà, qui confirme, hein, je le rappelle, affiche le nombre de nouveaux emplois créés dans le secteur tertiaire. Norme farm payroll, donc c'est pas le secteur, mais tout ce qui est agraire, etc. C'est vraiment les emplois du tertiaire. Donc là, qui démontre également une création d'emplois certaine. Et puis, on a l'inflation qui baisse. Alors, même si c'est vrai que le dernier relevé était un petit peu, je ne sais pas si, bon, en tant que grand professionnel que vous êtes, j'imagine que vous avez tous suivi un petit peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que l'inflation continue de descendre, mais descend moins qu'anticipé. Mhm. C'est-à-dire que même depuis décembre, elle a même augmenté. Mais d'une année sur l'autre, sur une année glissante, elle a continué de descendre. Donc ça descend, c'est une bonne nouvelle, même si on reste à des taux quand même stratosphériques pour une zone économique comme les États-Unis, hein, 6,4, c'est énorme. Mhm. Et puis on a, donc ça voilà, c'est le taux d'inflation, j'avais mis les deux taux d'inflation, l'annualisé et puis d'un mois sur l'autre. Et puis, donc c'est des bonnes nouvelles. Voilà. En Europe, non, pardon, pas en Europe. Alors, je termine par ce dernier graphique qui est le plus important, hein, celui dont on parle jamais, mais qui pour moi est le plus important, c'est le graphique de la dette fédérale par rapport au PIB. On est sur un plus historique. Ça, c'est sur les mauvaises nouvelles, qui vont venir nuancer un petit peu le discours acheteur que je viens d'avoir sur les États-Unis. On a une dette fédérale par rapport au PIB américain qui est au plus haut historique. Et la deuxième chose, c'est qu'on a ici ce graphique qui représente la dette détenue par les crédit cards, par les cartes de crédit aux États-Unis, donc la dette, hein, entre guillemets, qui peut être mise en perspective avec celle des ménages. Des Euh, particuliers, ouais. Mhm. voilà, et également en train d'être au plus haut, enfin de taper son plus haut historique. Voilà, on est en train de faire un nouveau plus haut sur les dettes des cartes de crédit aux États-Unis. Mettez cette information dans un coin de votre tête. Je pars sur l'Europe, on revient dessus juste après. Alors, en Europe,
alors oui, ça c'est la balance commerciale des États-Unis qui est toujours déficitaire, mais enfin bon, c'est pas encore super important par rapport à ce que je veux dire. En Europe, c'est un peu différent. Alors on a une croissance PIB qui est quasiment atone à 0,1%, d'accord, mais on n'est pas en récession non plus. On a également voilà ce taux de croissance du PIB à 1,9, situation assez similaire à celle des États-Unis. Le taux de chômage en Europe lui baisse moins qu'aux États-Unis. On est stable à 6,6%, comme vous pouvez voir, c'est assez en ligne, un petit peu en dessous de la moyenne qu'on avait eue sur la dernière année glissante. On a le taux d'inflation qui lui baisse réellement. À 8,5, toujours très élevé, mais qui baisse également. Et puis, alors ça c'est d'un mois sur l'autre, on a la balance commerciale qui est également toujours déficitaire, mais qui continue, enfin qui réduit un petit peu son écart, son déficit. Et puis on a ce fameux graphique de dette par rapport au PIB qui lui, même si on reste au plus historique, hein, est en train de descendre, d'amorcer une légère descente. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je pense que ce que le marché achète, c'est surtout parce qu'on est rentré dans l'automne avec la crainte, rappelez-vous, de la crise énergétique en Europe, la crainte de l'hiver un petit peu, hein, avec ce conflit ukrainien et des répercussions que ça pouvait avoir sur l'énergie, notamment sur les économies comme l'Allemagne. On avait ces problèmes inflationnistes qui perdurent, je le rappelle, depuis 2021, à la moitié de 2021, on avait commencé à en parler, si je ne dis pas de bêtises. Et on s'aperçoit que l'inflation descend, on s'aperçoit que les taux montent, ont sensiblement monté sur l'année 2022, donc les marchés montent, les taux montent, le dollar américain a monté, même s'il a connu il a connu une petite correction ces dernières semaines, il est en train de repartir un petit peu à la hausse. Et on pourrait se demander un petit peu d'où vient le cash finalement. Et c'est une question que, là je vais peut-être te devancer Richard, c'est une question que Richard m'avait posée en off, c'est-à-dire que je vous montre maintenant, ça c'est le graphique des achats de la Fed, le graphique du bilan de la Fed, donc des actifs détenus par la Fed, et on s'aperçoit effectivement, ça c'est quelque chose dont j'avais parlé dans la dernière vidéo, que la Fed a amorcé son tapering. Alors, tapering très léger. Très léger, ouais. Très, très, très léger au regard de ce qui avait été imprimé pendant le Covid, hein, comme on peut le voir, mais tapering quand même. C'est-à-dire que là, c'est pas la Fed qui maintient les marchés artificiellement. À moins que les chiffres que je suis en train de regarder soient manipulés ou soient faux, c'est pas la Fed qui est en train de soutenir les marchés actuellement. Ce que tu peux associer à ça, c'est que tu as aussi le bilan de la BCE qui est en baisse, un peu plus violente que. Oui, alors je l'ai pas là, mais peut-être que tu pourras le partager. Je t'avais envoyé. Mais effectivement, il est un peu similaire à celui de la Fed. Il est en train de décroître. Et je vois les marchés monter. Et la question en off était, mais Pierre, là, je comprends pas. Donc, je pense que tu vas donner des réponses là. J'ai une piste de réflexion. Moi aussi. J'ai une piste de réflexion et j'en avais déjà parlé lors de la dernière vidéo, rappelez-vous. Pour moi, quand je disais que le problème inflationniste n'était pas un problème de taux et que c'était un problème de réserve des banques commerciales, d'accord. En fait, l'argent que les banques, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais parlé justement du taux, du pourcentage de fonds propres que la banque devait garder. Oui. Voilà, on en avait parlé. En fait, alors je fais un petit rappel, lors de la crise de 2008, on n'avait pas connu ces taux d'inflation malgré la planche à billets, entre guillemets, même si c'est un peu plus complexe que ça, malgré les politiques justement, enfin les aides incroyables, les liquidités que les banques centrales avaient injectées dans les marchés. On n'avait pas eu ces taux d'inflation puisque en fait la Banque centrale américaine à l'époque avait augmenté ses taux de concert avec justement les exigences de capitaux de fonds propres des banques commerciales. C'est-à-dire que à la fois elle augmentait le coût de l'argent, et en même temps, elle empêchait les banques commerciales de prêter plus. Forcément, ça a un impact sur le crédit, la dette, les prêts des ménages, et forcément, ça diminue justement l'inflation. Ça n'a pas été le cas depuis le Covid. Depuis le Covid, donc effectivement, on a vu la Banque centrale américaine et la Banque centrale européenne augmenter leurs taux, donc augmenter le coût de l'argent, mais le money supply, qu'on appelle en anglais, reste le même, c'est-à-dire que les banques commerciales prêtent à des... Enfin, pas prêtent à des taux, mais ont des exigences de capitaux propres bien inférieures à celles qu'elles avaient en 2008, enfin 2008-2010, et du coup, continuent de prêter. Et d'ailleurs, ça fait un petit peu écho avec le graphique que je vous ai montré, c'était pas celui-là, c'était celui-ci.
Les ménages, que font les ménages? Ils continuent de swiper leur carte de crédit, ils continuent d'emprunter de l'argent pour acheter, etc. Donc moi, à mon avis, je peux me tromper, mais à mon avis, quand je vois toutes ces infos-là, c'est pas la Banque centrale qui soutient les marchés, c'est le cash vient des ménages. C'est les gens qui achètent. C'est les gens qui achètent, qui investissent, qui empruntent. Et ils le font malgré les taux qui augmentent. Et ça, c'est un risque. C'est un risque parce que le jour où la Réserve fédérale américaine dit OK, bon, on va augmenter maintenant les fonds, le pourcentage de fonds que doit détenir une banque commerciale à tout instant, donc limiter les activités d'emprunt avec des taux qui remontent, on va avoir affaire à des gens qui déjà pourront moins emprunter, donc qui pourront moins consommer. Donc il y aura moins de demandes et en plus on aura affaire à des gens qui auront plus de mal aussi. On aura affaire à une masse beaucoup plus importante de personnes qui aura plus de mal à rembourser leurs emprunts avec des taux qui continuent de monter. Donc là, je pense qu'il y aura un vrai risque et à très très court terme. Là, je vais finir peut-être là-dessus. Après, je vous laisserai peut-être étayer ou pas, être en désaccord ou pas avec ce que je viens de dire. À très très court terme, les marchés montent. Parce que les gens investissent, parce que là, on est tous en train de le dire dans cette vidéo, qu'on est tous en train on est en train de se gaver, puisqu'on est en train d'acheter, que ça monte, qu'on fait des plus historiques, etc. Ce que je vois, et d'ailleurs, je vais peut-être finir par ce dernier graphique-là, ce que je vois, moi, vous le savez, vous me connaissez, c'est les rendements obligataires à 10 ans en Europe, aux États-Unis. Aux États-Unis, puisque c'est quand même celui qui mène un peu la danse, on est à 3,78%. D'accord? Il faut bien se rendre compte d'une chose. À chaque fois que ce taux monte, c'est-à-dire que le cash est en train de se barrer des marchés obligataires. Et moi, ce que je vois sur les dernières séances, ça me fait un peu peur. Je vois de plus en plus d'instabilité. Vous voyez tous ces bons là sur ce graphique, c'est l'instabilité sur les marchés obligataires. Et ça, moi, vous le savez, à chaque fois que je vois des spikes sur les marchés obligataires, ça me fait super peur. Surtout quand la monnaie de l'économie dont on parle, qui est le dollar pour les États-Unis, est en train de monter également. Quand je dis la monnaie, c'est la force relative du dollar par rapport aux autres paniers de devises. Et ça, moi, ça me fait peur. Là, je pense qu'à très court terme, si la Banque centrale américaine n'intervient pas, je pense qu'elle va le faire. Vous me demandez mon opinion, je vous la donne en avance. Je pense que la Fed va continuer à entretenir l'illusion, encore un peu. Mais si elle n'intervient pas, il peut y avoir... ça peut être un gros signe noir à très court terme. Moi, mon consensus, je vous donne la conclusion. Sur l'année, je suis haussier, je suis acheteur, parce que toutes les raisons qu'on a évoquées au cours de cette vidéo, et puis parce que c'est aussi une réalité statistique. J'en parlais l'année dernière quand on parlait de 2022, comment on le sentait venir, où c'était à l'époque où je renversais, à l'époque j'étais acheteur et j'étais en train de renverser un peu mon sentiment, rappelez-vous. Dans 82,5% des cas depuis 1950, à chaque fois que janvier clôture à la hausse, l'année clôture à la hausse. Donc ça, c'est... voilà. Mais on ne peut pas ignorer, comme on le disait un peu plus tôt, on ne peut pas ignorer les faisceaux d'indices qui nous emmènent quelque part. Moi, je suis haussier, je suis acheteur. Tant qu'il y a du cash, les marchés continueront de monter. J'oublie pas quand même que la prochaine crise qui aura lieu pour moi, c'est une crise de la dette. Ça, j'arrête pas de le marteler. Je peux pas dire quand elle arrivera, mais elle arrivera, c'est certain. Surtout que les taux d'inflation baissent, mais sont quand même toujours relativement hauts. Si la Fed n'intervient pas là bientôt, moi, ce qui se passe sur les marchés obligataires, ça me fait un peu peur pour le court terme. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux dire intervenir, commencer à baisser les taux? Non. Imprimer, injecter des liquidités. C'est-à-dire que, vous voyez ce graphique-là, il faudra qu'il remonte. Pouf. Si on veut que l'illusion perdure encore un petit peu. Ouais, ça veut dire qu'on n'arrêtera pas de faire vivre le malade sous perfusion, quoi. Moi, je vous le dis. Ce serait une dialyse perpétuelle, en fait, alors. Je suis acheteur parce que techniquement, c'est haussier, parce que fondamentalement, c'est haussier pour tout un tas de facteurs aussi. Mais je me tiens prêt, et ça rejoint un peu l'investissement dynamique dont parlait Ricardo. Voilà, dès que j'aurai un spike à la hausse sur les marchés, sur les rendements obligataires à 10 ans américains au-dessus des 4%, quelque chose d'incontrôlable, ça pour moi, ce sera le signal. Mais à mon avis, la Fed l'a déjà fait. À mon avis, la Fed les banquiers centraux vont continuer un petit peu de racheter des obligations pour entretenir l'illusion encore un petit moment. Et surtout quand je vois de plus en plus de particuliers qui empilent comme des malades. Ça rejoint un peu ce que tu disais, Denis. Peut-être qu'on est dans une phase d'euphorie. Peut-être que cette année va terminer à la hausse.
Mais est-ce que ça serait peut-être pas une des dernières avant une grosse crise? Ça, on aura le temps d'en reparler tout au cours de l'année. Moi, je pense que le problème de fond n'est pas résolu. Ce qui a causé l'inflation, c'est pas résolu. On a des dettes qui explosent, on a la production qui chute dans des endroits clés du monde, on a l'économie, voilà. Ça rejoint ce que je disais, les marchés. Les dividendes des actionnaires sont déconnectés des réalités économiques réelles, en fait. Si vous voulez. Donc, à un moment donné, ça va péter. Pour l'instant, on achète, parce que voilà, il faut acheter. C'est comme ça, c'est directionnel. Techniquement, c'est beau, c'est propre. Moi, je pense qu'on est en plein FOMO en plus maintenant. Mais... Ceux qui ne sont pas rentrés avant veulent rentrer maintenant, et là, on va partir en euphorie, à mon avis. Ouais, voilà, écoute, je me mouille. Regarde, enfin, je me mouille, entre guillemets. Là, c'est la première vidéo, je crois, des mousquetaires qu'on fait de l'année, si je dis pas de bêtises, ou de la deuxième. Je pense que cette année, elle va finir en hausse. Hein. Il y aura des dérapages en cours de route, certainement, mais à mon avis, on va finir globalement à la hausse. Malgré ce qu'on peut dire, malgré Bank of America, JP Morgan qui n'arrêtent pas de dire à leurs actionnaires que ça pue, qu'il faut sortir, limite, etc. Moi, généralement, quand les banquiers disent ça à leurs actionnaires, j'ai tendance à faire l'inverse. Mais je pense qu'on va finir à la hausse 2023, ça va être une belle année. Attention pour 2024. Attention pour 2024, voilà, ce système ne va pas perdurer encore 10 ans. Et l'alerte, elle pourrait venir de l'immobilier. Qu'est-ce que ça donne, l'immobilier, le remboursement des prêts, etc., etc. Parce qu'avec la hausse des taux, ça commence à grincer des dents, non, aux US? Là, le plus gros danger pour moi, c'est l'endettement. Ouais. L'endettement des particuliers, des professionnels. Et surtout par rapport au PIB. C'est pour ça que j'arrête pas de dire que ces graphiques-là sont les plus importants, les graphiques de dette en rapport avec la croissance, le PIB d'une zone économique en question. Et à un moment donné, on s'endette. Quand les conditions monétaires vont changer, quand si la Fed arrête d'imprimer, arrête d'apporter de la stabilité dans les marchés obligataires et que la Fed commence à demander plus d'exigences de marge, de fonds propres de la part des banques commerciales, ça va commencer à sentir mauvais très, très sérieusement. C'est ça qui s'est passé en 2008. Hein. C'est des gens qui n'arrivaient pas à faire face à... Bon, alors, en fait, on a accordé des prêts à des gens qu'on n'aurait même pas dû laisser entrer dans les agences. Mais c'est ça, en gros. C'est des gens qui ne peuvent plus payer. C'est des gens qui font défaut. Et à mon avis, c'est ça qui se passera. Donc on retrouverait sur une crise des subprimes, quoi. Ah, mais ça va être à une échelle biblique, hein, ce qui va se passer. Si vraiment ça se passe tel que je le sens, voilà, hein, ça va être. C'est pour ça que je m'étais fait taquiner l'année dernière quand j'avais mentionné mon 80% sur le SP500. Ouais. Si ça lâche, ça lâche. Hein. C'est pas une correction de 20% qui va se passer. Hein. Donc. On verra. Mais bon, pour l'instant, je suis acheteur. Hein. Je vous dis ça, vous voyez, comme quoi, on peut avoir il faut avoir d'ailleurs en tant qu'investisseur dynamique et trader dynamique, il faut savoir faire la différence entre les horizons de temps et trader avec le marché qu'on a aujourd'hui. Il faut le mettre en accord avec son profil d'investisseur. Moi, par exemple, si je suis trader court terme, par exemple, intraday swing ou même long swing, bon, le truc d'endettement là dont je suis en train de parler, on l'a en fil rouge dans la tête, mais voilà. On se contente d'acheter le marché, d'empiler des achats, de se hedger temporairement quand on tape des résistances importantes, et puis c'est tout, quoi. Mais moi, comme le disait Richard tout à l'heure, là je suis acheteur. Cette année, à mon avis, je vais être acheteur, à moins que le narratif change, encore une fois, on en reparlera. Mais là, pour l'instant, je suis acheteur. Évidemment, le jour où ça se passera, parce que j'ai mes indicateurs, j'ai les trucs que je regarde tous les jours. Dès que j'ai un spike incontrôlable sur les marchés obligataires, je sors tout. Je me pose même pas la question. Non, toujours. Hein. Ça fait 2 ans que tu le dis, 2 ou 3 ans que tu le dis, hein, les marchés obligataires. Ouais. Bah après, c'est des choses. Hein, c'est pour ça que je veux pas. Moi, je veux pas être comme tous ces fins du mondistes qui ont vendu le marché depuis 2012 et qui se font que de se casser la figure tous les ans parce que le marché fait que de taper des plus hauts. Il faut l'avoir c'est très dur de prévoir une crise, un crack comme ça, c'est très très dur. Une correction, on peut encore essayer d'anticiper. Un crack, vraiment, c'est très compliqué à le prévoir. Mais je suis quasi certain, je mettrai ma main au feu qu'il viendra des marchés obligataires. D'accord. Ça, okay. Voilà. Tu peux départager ton écran, comme ça on finit en grandeur nature. Ok. Alors voilà, messieurs, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai monopolisé la parole un petit moment, je suis désolé. Oh, c'est très bien, très technique, très, très intéressant. Vous en pensez quoi, Xavier, Richard? Zigzag. Vas-y.
Vas-y. Non, je prends mon souffle pour bien parler, tout simplement. Non, mais ce que je retiens, c'est surtout je suis très d'accord, c'est surtout enfin, même, j'irais plus loin, qui m'inquiète moi personnellement, et que je prends vraiment en compte dans mon analyse du monde en ce moment, quoi, du monde économique, c'est le fait que, effectivement, aux États-Unis, il y a quand même. Il y a quelque chose d'assez paradoxal. Pierre l'a très bien dit. C'est le fait que justement, d'un côté, on a les gens les particuliers de manière générale, qui ont de plus en plus de mal comment je peux dire, à assurer leur crédit. Enfin, pas assurer, mais à payer leur crédit, etc. Et dans le même temps, donc qui à côté de ça s'endette de plus en plus, et dans le même temps, on a une condition d'accès. Je voyais encore un graphe hier par rapport à ça. On a une condition d'accès au crédit qui devient de plus en plus compliqué. C'est-à-dire que, comme l'a très bien expliqué Pierre, on a une économie qui est totalement sous perfusion, qui est totalement dépendante de l'utilisation du recours du crédit, de l'achat au crédit, et dans le même temps, cette dépendance devient de plus en plus, comment je peux dire, devient de plus en plus compliquée, de plus en plus difficile à assouvir. Donc moi, automatiquement, esprit rationnel, bim, qu'est-ce que je me dis? Je me dis qu'on peut pas continuer comme ça pendant 5 ans. Donc très très d'accord sur ce point-là, avec Pierre. Et je pense que ça va être très intéressant et que c'est complètement essentiel de surveiller ce point de très près, parce que les États-Unis, ça reste quand même la plus grosse économie du monde encore à l'heure actuelle. Et moi, le graphique que j'ai vu passer hier, je pourrais le retrouver, je peux peut-être même le partager. Bon, je sais pas si on a le temps, mais si je le retrouve, je le ferai. Il y aurait quasiment plus de 40% des Américains qui ont, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, des problèmes, C'était ma question. qui se posent des questions sur comment rembourser leur crédit. Ouais. Et ça fait quand même beaucoup, 40% des Américains, ça fait beaucoup. Et avec dans le même temps les conditions d'accès au crédit qui se restreignent. Donc je me dis, on peut pas tirer non plus sur la corde indéfiniment. Et il y a un moment où ce recours massif à la dette tout le temps, peut-être que ça va durer encore 10 ans, peut-être que je me trompe, je sais pas, mais je veux dire, c'est des maths, quoi. Je vois pas comment c'est tenable. Je vois pas comment c'est tenable encore plus longtemps, quoi. Mais ça se trouve, le marché et l'histoire me donneront tort pendant encore des années. Mais je suis persuadé d'avoir un jour raison. Je pense qu'il y a un gros problème au niveau de la dette, et un jour ou l'autre, ça va nous péter à la gueule. Donc on est tous d'accord. J'ai pas répondu, moi. Ce qui est bien avec la dette, juste pour terminer, et je pense que beaucoup de gens qui sont partisans après on dira, le système est tellement dépendant de ça qu'on peut pas vraiment faire différemment. Mais en fait, ce qui est bien avec la dette, c'est que les gens qui s'endettent maintenant, enfin, je veux dire, l'État qui s'endette maintenant, c'est pas les politiques qui prennent ces décisions-là qui vont les rembourser. C'est ça que je veux dire, c'est les générations futures. Donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas peut-être comment je peux dire, une part un petit peu d'égoïsme aussi dans tout ça, une part d'égoïsme exacerbé, couplé au fait que en fait c'est trop compliqué de faire différemment, donc on n'a pas le choix, mais en sachant très bien qu'on va dans le mur sans forcément le dire. Je sais pas, je me dis c'est un sujet qui est compliqué, mais en même temps il y a pas mal d'indicateurs qui sont assez négatifs sur ce sujet-là, quoi. Moi je suis pas d'accord. Voilà, très bien. La pluralité du débat, on n'est pas sur le service public français ici. Exactement, mais ce qui est génial, c'est, je dis souvent une phrase que j'ai inventée, c'est je n'apprends que par ceux qui sont pas d'accord avec moi. Et ceux qui sont d'accord avec moi, ils disent la même chose que moi, donc voilà, j'apprends rien. Mais je suis pas d'accord avec Pierre sur. Alors, oui, j'ai peur des mêmes phénomènes, donc sois d'accord, je vois les mêmes chiffres. Mais les banques centrales baissent leur niveau d'implication dans le marché monétaire sans avoir de conséquences gravissimes actuellement. Et quand même de manière, toi tu dis c'est faible, moi je trouve que la BCE c'est beaucoup plus important. Ce qui déclenchera une crise à cause du crédit des particuliers qui est trop important dans une zone, mais c'est souvent les US parce que c'est les rois du crédit, elle est basée à chaque fois sur un truc, c'est le chômage ou le non-chômage des Américains, c'est-à-dire la capacité à rembourser. Aujourd'hui, être endetté fortement quand tu peux rembourser, ça pose pas de problème. Structurellement, aujourd'hui, il y a effectivement, je les vois, je suis d'accord avec toi, Pierre, mais tant que nous avons un emploi fort aux États-Unis, nous n'aurons pas ce problème-là. C'est mon avis, ce sera le chômage qui déclenchera ça. Et c'est comme ça que ça se passe à chaque fois.
Maintenant, pourquoi je ne suis pas d'accord, c'est que pour moi, il n'y a aucun indicateur qui donne une chute de l'emploi américain, même je dirais dans l'Occident général, parce que nous avons des pyramides des âges qui font qu'il y a plus d'entrants que de sortants. Donc nous avons structurellement, pour les 10, 15, 20 années à venir, une arrivée faible de gens sur le monde du travail, tout en ayant une grosse sortie. C'est le papy boom qui va devenir c'est le baby boom qui devient le papy boom. Donc structurellement, pour moi, ils sont capables de payer. Et dans le temps, il n'y aura pas, systémiquement parlant, il n'y aura pas ça. Donc moi, je ne vois pas la gravité de ce que tu viens de dire dans les éléments, tant qu'on a un NFP comme il est. Le NFP comme il est sorti l'autre fois, c'est un truc de narvalo. Les gens n'ont peut-être pas fait attention, mais créer 572 000 emplois, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, 572 000, faut prendre la mesure, hein. C'est gigantesque. Et les chiffres sont très clairs. Donc tant qu'on a une Fed qui arrive à baisser son implication dedans, elle pourra réinjecter de l'argent, comme tu dis, et finalement on s'habitue. Et ça, c'est un méga trend. Le méga trend dont je vais te parler, c'est la pertinence scientifique de l'économie. Aujourd'hui, les compétences économiques qui sont acquises au début de ce 21e siècle sont largement meilleur que ce qu'il y a eu il y a un siècle. Un siècle, s'il y a eu la Grande Dépression, s'il y a eu toutes les conneries qui ont existé, c'est par incompétence macroéconomique. Aujourd'hui, les gens maîtrisent ça. Et pour moi, de manière structurelle, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur cette bulle d'argent. Ça n'empêche pas qu'on a des pays qui sont en difficulté, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'eux n'ont pas les structurations fondamentales que je viens de dire. Enfin, quand je parle de l'Égypte, de la Turquie, je pense que tout le monde est capable de comprendre que ce n'est pas la force économique d'un pays comme les États-Unis ou comme la France, etc. Et ça, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il faut bien retenir que ces masses-là font que ça tiendra toujours, parce que le méga-trend est à l'endettement, paierai plus tard ce que j'ai acheté aujourd'hui, et c'est ce qui a fait mener le monde depuis des années. La société capitaliste. La dette, qui est basée sur la dette. Mais ça tient jusqu'à qu'on la rembourse pas. Exactement, mais je répète, si c'est une dette des particuliers, c'est le chômage qui provoquera cet effondrement. Pour moi, s'il y a un élément qui peut provoquer un effondrement, alors, il y a aussi le patrimoine des gens. Globalement, patrimonialement parlant, les gens ont tous des choses. Pour moi, c'est pas ça qui va faire que les marchés vont baisser. Pour moi, c'est la valorisation. La valorisation aujourd'hui, je trouve qu'il y a un gros délire valorisation entre ce qu'on valorise une entreprise et ce qu'on appelle le cash flow futur. Leur cash flow futur est plus ou moins positif. Merci Xav d'avoir précisé que les résultats sont bons. Donc le cash flow futur est plutôt pas mal, mais la valorisation du cash flow futur se fait avec ce qu'on appelle le taux d'actualisation. Et le taux d'actualisation aujourd'hui se fait en fonction du taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont fortement haussiers et on a des valos qui sont finalement assez hautes. On voit quand même des indices croissance, je pense au Nasdaq, qui n'est pas du tout à son sommet historique parce qu'il subit beaucoup plus. Tant que les taux d'intérêt sont élevés, nous ne pourrons pas avoir un marché qui part en bull run. Alors, ça se trouve, Denis a raison, mais moi, je ne vois pas comment il peut partir en bull run parce que fondamentalement, on a des taux d'intérêt très élevés. Alors, je vais faire le lien maintenant entre ces taux d'intérêt, la valorisation des actifs boursiers et puis ce que je racontais. C'est tant que tu as une tension sur l'emploi, tu as une hausse des salaires, tu as une inflation importante et tu peux pas tenir des taux d'intérêt faibles face à une expansion économique et en tout cas à un taux d'emploi important. Justement, ce qui était intéressant, c'est ce que je demandais à Pierre, c'est qu'on a eu une hausse de l'emploi, mais on n'a pas de hausse de salaire. Mais elle sera structurellement, elle va venir, elle apparaîtra, elle sera peut-être sous-jacente, on la verra pas trop, mais sur longue période, elle devrait arriver. Et maintenant, la question, c'est est-ce que ce taux d'intérêt-là va baisser? Ils peuvent. Enfin, pour moi, ma position plus long terme, c'est que les taux d'intérêt ne reviendront jamais à ce qu'ils ont été, les fameux zéro, voire négatifs, etc. Ça ne reviendra pas. On restera dans une société inflationniste parce que la rareté de la main-d'œuvre va provoquer ça. C'est mon avis. La rareté aussi des matières premières fait que tout ça, ça va se tenir. Et à partir de ce moment-là, on ne pourra pas. On ne pourra pas avoir un effondrement des marchés parce que toutes ces masses d'argent vont s'écraser dans le temps, les vieilles dettes vont s'écraser par l'inflation qui, pour moi, va rester présente.
Voilà. Donc, Et- je me permets de dire ça parce que je trouve que sur longue période, je vois pas encore les choses. Mais j'ai peut-être tort. Hein. Moi, j'ai juste une question, Richard, du coup, parce que là, Peut-être- Pierre, T'as- t'as partagé ton écran. Ouais. pour le Oui, coup, non, c'est je partageais le graphique des salaires. Les salaires n'augmentent pas. Au Effectivement. contraire, hein, ils descendent et depuis pas mal de temps, t'as bien vu le graphe. Donc hein. pour résumer, pour être simple, taux d'inflation qui reste assez élevé égale taux d'intérêt égale assez élevé égale une chose, c'est écrasement des dettes anciennes. Donc les rollovers se feront assez facilement et je trouve que les banques centrales s'en sont mis sous le pied avec cette politique de hausse de taux qui continue et ce remboursement, enfin cette sortie cette diminution du bilan des banques centrales qui fait qu'ils se redonnent un petit peu de grain à moudre. Donc je suis pas plus inquiet que ça. Mais par contre, je pense que les marchés vont pas non plus monter au ciel à cause de ces taux d'intérêt là. Donc moi, je suis toujours dans l'idée d'un range long terme. C'est mon avis, je me trompe peut-être. Ça m'empêche pas d'être investi sur les marchés actuellement. Hein. Et du coup, Richard, toi, ça t'inquiète. Enfin, un truc. Moi, j'ai une question par rapport à du factuel. Je peux présenter mon écran juste avec le Ouais. graphique que je vous partage là. Toi, si je comprends bien, alors le fait qu'il y ait 40, qu'il y ait plus de 40% des Américains. Je vois pas aujourd'hui ton qui- écran, Xavier. Départage et repartage pour voir. Ouais. Partager. Tac, tac, tac. Ça doit être ça. Tu le vois pas là? voyez toujours pas Non, je le vois pas. Ah si, ça y est, Oui, c'est bah, bon. Ah, non. Non, bah, je disais. Bah, En fait, ma question c'est de savoir si là le fait que, parce que c'est du factuel, tu me dis d'un côté, je suis d'accord avec toi, le marché de l'emploi américain se tient très bien et Il n'y a donc, pas que les Américains d'ailleurs. Hein. Globalement, l'Occident est dans la oui, situation partout. mais donc, bah, comme le marché de l'emploi va très bien, bah, les Américains peuvent consommer du crédit, mais dans le même temps, t'as donc le marché de l'emploi qui va très bien, donc les Américains qui peuvent s'endetter, mais en même temps, ben là c'est du factuel, c'est des stats de la Bank of America, ça date de cette semaine. La semaine dernière, pardon, qui plus de 40% des Américains qui à l'heure actuelle ont des difficultés à payer leur crédit. Et malgré la très bonne tenue du marché de l'emploi, voire je dirais même plus loin, la très bonne santé du marché de l'emploi tel qu'on le ressent dans les chiffres. Et donc bah moi je sais pas, mais ça personnellement c'est une statistique qui m'inquiète énormément et comment dire, ça contredit un petit peu ce que tu as expliqué sur le marché de l'emploi, quoi. Parce que les salaires ne montent pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Du moment où les salaires ne montent pas, tu peux pas Bien rembourser sûr. ton crédit. Et c'est ça le problème. Les prix augmentent et les salaires montent pas. 40%, enfin t'imagines, c'est quand même c'est un Américain sur deux qui se pose des questions sur comment il paye ses dettes, quoi. Je veux dire, faudrait pas qu'il y ait le moindre petit grain de sable supplémentaire dans tout ça, tu vois. Je sais pas. Et le grain de sable, je l'ai exprimé, c'est le taux d'emploi, c'est l'emploi. C'est l'emploi. Tant que l'Américain est capable de payer, la pompe va fonctionner. Oui, mais c'est bien ce que je te dis, c'est que l'emploi ne cesse de, je veux dire, on cesse d'avoir de mois en mois des créations d'emplois aux États-Unis, et en même temps, tu regardes depuis septembre 2021, on n'arrête pas d'avoir des Américains qui ont du mal à payer leur crédit en supplémentaire. C'est ça que je veux dire. C'est ça le paradoxe que je fais en fait. Du coup, bah. C'est pour ça que, enfin, je disais juste que ça contredisait un petit peu ce que tu disais. Après, c'est pas question de savoir qui a raison, qui a tort, mais c'est histoire aussi de montrer un peu des fois d'avoir des avis divergents sur certains sujets. Et là, en l'occurrence, moi, je te suis pas du tout. Pour moi, là, il y a un gros problème. Je sais pas si Pierre a un avis aussi peut-être sur la question, mais c'est assez 40%. Je veux dire, c'est énorme, quoi. Car les on a aussi le graphe des, je l'ai pas sous les yeux là, mais le graphe des économies des ménages en France départage, hein. Le graphe des économies des ménages en France qui chute Je confirme que ça. Qui chute de manière très violente aussi. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on va piocher dans les économies actuellement, hein, avec cette hausse des taux. Oui, mais Pierre, excuse-moi. Denis, tu le disais la dernière fois. Il y a une potentialité, c'est les révoltes sociales. Bon, en France, on a le cas de la retraite, mais c'est pas un sujet en soi-même. Mais on peut avoir des mouvements de révolte sociale à cause de cette incapacité, non pas à payer une dette, mais à manger tout simplement. Hein. Je pense à l'Égypte, hein, notamment. Je pense que la Turquie, ça pourrait arriver aussi. Mais c'est différent. Moi, structurellement, je suis
vois pas les éléments qui sur longue période qui feraient effondrer le système. Voilà, c'est ça que je veux dire. Après, j'ai envie de dire, dans 5 ans ou dans 2 ans ou dans 6 mois, je vois un effondrement de l'emploi, je vous dirais, là, je l'ai l'élément qui peut tout faire tomber. Mais je l'ai pas. Je l'ai pas. Et j'ai défendu, ça fait longtemps que je défends l'idée qu'il n'y aura pas de crise économique. Et ça y est, je vois des articles partir de partout, no landing, un peu partout. Ouais, et pourquoi no landing? Parce que pas de chômage parce que pyramide des âges, les gars. Ouais, mais alors attends, t'es en train de dire qu'il n'y aura plus jamais aucune crise en fait. Si je te suis. Vu qu'il n'y aura plus jamais de chômage. Vu qu'il y a toujours plus d'entrants que de sortants. Pour moi, il y dire a un phénomène occidental qui est clair, c'est cette absence de main-d'œuvre qui apparaît en Allemagne, qui apparaît partout dans tous les pays d'Occident. Et puis un deuxième point qu'on n'a pas du tout parlé, c'est l'immigration, la migration de population parce qu'on n'a pas parlé du tout d'un sujet qui est pour moi le central de tout, c'est l'écologie. Et aujourd'hui, les Africains, pour moi, vont venir de plus en plus en Europe parce qu'il y aura des besoins de main-d'œuvre. On sera bien content de les trouver. Pour payer les retraites, ouais. Pardon ? Pour payer les retraites. Oui, parce que le fonctionnement de l'État fonctionne grâce à tout ça, et il y aura de la main-d'œuvre qui arrivera de l'extérieur. Je suis d'accord avec toi. Tout à fait. À partir de ce moment-là, je souris, je l'ai écrit sur des articles, mais je vais le dire oralement. Ça me fait sourire de voir des gens dans la rue pour leur retraite à 50 ans, et je dis bien 50 ans, parce que c'est les mecs de la SNCF, et qui sont les premiers à voter Le Pen. Parce que ne pas travailler, c'est de chercher de la main-d'œuvre ailleurs, donc c'est faire de l'immigration. Donc c'est une hérésie absolue quand on y réfléchit bien. Mais moi, je vois pas la problématique globale. Celle qui, pour moi, est à terme, qui peut tout déclencher. Alors, effectivement, le chômage, qu'on soit clair, mais moi, je le vois pas. Pour moi, ça reste l'écologie. Et je maintiens que nous avons un grave problème devant nous dans la décennie qui arrive, dans les 20 ans qui viennent, c'est le réchauffement climatique. C'est la priorité pour moi macroéconomique qui peut faire effondrer le système à tout moment. À tout moment. Et je pèse mes mots en disant à tout moment. Quand les glaciers du Groenland vont fondre, les chiffres sont très clairs. New York est à 0 d'altitude. Et je dis New York pour dire juste la plus grande ville qui nous intéresse, mais voilà, moi c'est mon avis. Mais ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas le même avis, c'est pour ça. Ouais, c'est clair. C'est vrai. Mais voilà. Tu as quelque chose à répondre, Pierre, ou bien t'acceptes Non, écoute, je pense que moi je comprends ce que dit Richard. Ouais, non, on a deux avis différents. Moi, il y a pas de... Et lui, il pense que le risque est plus écologique. Alors que moi, je pense qu'il est plus, entre guillemets, monétaire ou financier. Mais bon... Pierre, je pense c'est peut-être même que les pays en question ont quand même bien pris... On est marqué dans les institutions mondiales, on est marqué par ce qui s'est passé en 2008. Marqué. Ah oui, mais d'ailleurs, regarde. les conneries d'injection monétaire qui ont été faites sont à cause de cette crise-là. La crise de 2008, c'est une crise, c'est la crise, pour moi, c'est la crise du 21e siècle. C'est la crise. Ok, le temps nous le dira. J'espère pour les gens que tu as raison, du coup. Oui, j'espère avoir raison. Du monde. Mais je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'on n'a rien appris de cette crise-là. Je me pose des questions sur le but réel des banquiers centraux, parce qu'il y a des choses, je me dis, c'est pas possible, quoi. Ça m'empêche pas d'être critique, qu'on soit d'accord. Mais moi, structurellement, je vois pas trop le problème. Je le vois de moins en moins. Tu m'as vu déjà en septembre, je commençais à dire ouais, c'est que de l'inflation. J'étais plutôt positif, moi. Ouais, mais bon, là, regarde, les taux remontent, les gens ont de plus en plus de mal à rembourser leurs dettes. Il y a de moins en moins d'accès au crédit. Pour moi, les salaires ne pourront pas continuer à être stables. Ils sont structurellement amenés à augmenter. Et pourquoi ils n'augmentent pas? Justement, c'est une question. Alors, on pourrait avoir un début de réponse. Pourquoi les salaires n'augmentent pas actuellement aux États-Unis? Il y a une distorsion entre le moment où l'inflation part, et ça a été le même cas dans les années 70. Il y a eu un décalage de temps entre le démarrage de l'inflation et la hausse des salaires. Moi, je peux te dire, Denis, on est vieux, mais on n'est pas assez vieux pour avoir vécu ça, mais on a des souvenirs. C'est 68.
mai 68 a été un déclencheur assez impressionnant. C'est pour ça que Denis a peut-être pas tort sur l'idée de révoltes diverses et variées qui font qu'à un moment donné, on va upper les salaires. Il y aura peu de ça. Les gens qui ont le pouvoir ne veulent pas augmenter les salaires. Ça, c'est clair. Mais à un moment donné, ils vont être condamnés à le faire. Parce que les gens, ils vont plus supporter. Et pour moi, ça ira. Il n'y aura pas de trucs tout soft. Il va y avoir une cassure. Mais pour moi, structurellement, les salaires vont monter. L'inflation sera présente de manière structurelle par rapport aux éléments que j'ai donnés. Donc, écrasement. Et le gros intérêt de ça, c'est aussi l'écrasement des vieilles dettes. On verra, le temps nous le dira. On verra. Ouais, non, bien Bon, sûr. bah, Alors, le passage de l'un à l'autre peut se passer avec des mouvements, hein, qu'on soit clair, sur les marchés. Mais moi, je suis pas... Bon, très très intéressant en tout cas ce débat. Donc on a fait une grosse partie, macro-géo et puis une grosse partie marché quoi. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Hein. On est tous haussiers, non? Ouais, bah là, le marché à court terme, hein. maintenant... Je parle à court terme, on va dire d'ici à la prochaine émission, hein. Dans 2 mois. Je suis pas haussier moi. Je vais expliquer pourquoi. Oh putain, vous faites chier, merde, on n'arrive pas à être d'accord aujourd'hui, mais c'est quoi ce truc là? Non, mais t'inquiète, c'est plus anecdotique qu'autre chose. Ouais. Non, c'est juste pour dire que comme je m'étais lamentablement planté sur la dernière émission où je disais que j'étais très pessimiste, très baissier sur l'évolution des marchés financiers et que du coup je me suis planté, les marchés explosent en ligne droite. Moi, je me dis, je vais garder le même scénario. Je vais continuer d'être baissier, comme ça les marchés vont continuer de monter et puis moi je vais continuer de performer à côté. Voilà. D'accord, super. Ouais. Moi je pense, hein, pour qu'on finisse, enfin les deux prochains mois, pour moi je vois franchement un faux mot à mort des particuliers qui sont pas rentrés, des institutions qui sont pas rentrées et qui commencent à se faire taper le doigt sur les clients. Et à mon avis, le dépassement du plus haut sur le CAC va engendrer petite attaque, au moins jusqu'à fin mars. Ah ouais, mais faut faire attention. Moi, ça me fait un peu peur de voir tous ces particuliers qui rentrent. Généralement, ils rentrent pas souvent au bon moment, ces gens-là. On appelle ça l'euphorie, hein. C'est la dernière grande attaque avant la capitulation, c'est pareil, hein. C'est quand les petits porteurs sortent. L'euphorie, c'est quand les petits porteurs rentrent. Hein. Exactement, donc c'est pour ça. Il peut y avoir un mouvement d'accélération à court terme. Oui, à court terme. Moi, fin mars, oui. Comme Xavier, il y a des leviers baissiers, des leviers acheteurs, etc. Je vais surveiller la technique, la cassure de niveau important, etc. Et j'ajusterai en fonction. Et voilà. Hein, mais voilà. Je précise que moi, je parlais de longue période. Hein. Ouais. Je suis sur courte période. L'idée du range veut dire que je suis plutôt en haut. Et donc, ça veut dire que je suis plutôt baissier dans les semaines, mois qui viennent, plutôt. Donc, je suis comme Xav, je trouve que ça. Et puis, il faut bien rappeler une chose, c'est que cette hausse a commencé par des fonds. Les Américains avaient vendu à bloc l'Europe. Et ils se sont fait, mais défoncer. Red Dalio le premier. Hein, Red Dalio, c'est quand même pas un bico, quoi. Et je pense que nous sommes dans une hausse qui a été quand même beaucoup alimentée par du rachat de short. Je vois pas les small bouger. Et ça, c'est révélateur parce que les rachats de short n'impactent pas le marché small. Les small sont plutôt... ça va, mais c'est pas extraordinaire. Donc moi, j'ai idée quand même que on va revenir à la base. La valorisation et la valorisation avec des taux d'intérêt pareils, ça commence à être cher sur certains dossiers, quoi. Alors moi, les small, je les sens frémir comme début 2020 et on les voit partir les unes après les autres et faire des perfs de fou. Et ça, c'est vraiment... C'est souvent le dernier run avant... Je sais pas. Bah, on n'est pas d'accord non plus, donc ça tombe bien aujourd'hui. On va comme ça au moins. Ouais, comme ça. Il y en aura pour tout le monde aujourd'hui. Hein. Moi, je suis dedans, donc je vais pas me plaindre. Ouais. Je prends tous les jours, mais je suis dedans, mais je suis pas euphorique comme je pouvais l'être en 2020 ou quand j'ai vu quand ça a redémarré après le vaccin. Moi, je savais que pour 2 ans, on repartait. Là, je dis, là, on est dans une hausse technique. Et pour moi, structurellement, il n'y a pas les éléments structurels pour emmener ça au plafond. Si c'est le cas, je suis dedans. Non, pas au plafond. Je parle jusqu'à la prochaine émission, jusqu'à fin mars, début avril. De toute façon, on sait normalement que la grosse partie de la hausse sur les marchés, c'est janvier, avril et décembre. Hein. Mais je parle d'ici mars-avril, quoi. Ouais. On verra. Le temps nous le dira. Je suis d'accord avec toi, ça peut le faire. Ouais. Mais après, chaud, quoi. Ok, donc belle conclusion.
Les news, vous avez des trucs à dire Pas encore. Richard, toujours pareil, la chaîne qui La qui chaîne, marche bien. la formation. formation. Richard, je vais suivre de très près sa prochaine vidéo. Il a dit qu'il allait déglinguer le DCA et tout, donc moi Ouais, je veux voir ça, on va ça. regarder ça, ouais. Ça. Je suis poli, je suis correct quand je fais quelque chose. Mais je Casser sais, la je donnerai les rondelle arguments, au DCA. je donnerai les arguments sur le sujet. D'accord. Ok. Ok. Non, puis j'ai des trucs qui arrivent bientôt là, dans très peu de temps. Très D'accord. peu de temps, on va communiquer. Ah, le séminaire, j'avais oublié. Waouh. Le séminaire virtuel, hein, donc ça y est, c'est dans les tuyaux. Hein. On va commencer à dévoiler qui c'est qui vient pas. Hein. Donc on va faire ça petit à petit. Hein. Donc apparemment Xavier est là. Hein. Il va annoncer ça cette semaine. Ouais. Et puis Richard et Pierre, on verra. Pierre, Active Trade sera partenaire du séminaire virtuel. Donc, Affirmatif. ce qui nous permet d'inviter tous les présents du séminaire de Barcelone. Donc, ils sont gracieusement invités à ce séminaire virtuel ça fait plaisir d'avoir trouvé un partenaire comme Active Trade qui nous permet d'inviter un peu tout cela et puis de pouvoir faire participer tous ceux qui n'ont pas pu venir à Barcelone. Donc on va annoncer ça petit à petit, on a déjà calé les dates, donc on va pas tout dire aujourd'hui. Hein. Il y a encore quelques petits trucs à faire, mais bon, voilà, c'est dit. Merci à tous. Merci à toi, Denis. Merci Ouais. à vous deux. Et puis, je vous souhaite un Merci bon à vous, les gars. trading. À D'accord. la prochaine. Et puis on se retrouve rapidement d'ici 6 semaines. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, envoyez laissez un commentaire, faites sonner la cloche et puis abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Ricardo qui est ici pour les pépites, c'est ça, hein? Il faut que je trouve 5 minutes pour le faire, mais effectivement. D'accord, à la semaine prochaine. Ciao à tous, au revoir. Ciao.